Guidon Sarr n'est pas avec la gauche, au contraire, il l'a expliqué plusieurs fois. Ce qu'il veut, c'est une Cour suprême qui représente les opinions du public israélien et qui soit beaucoup plus diverse que ce qu'elle est actuellement. Benjamin Lashkar, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. On a bien besoin de votre éclairage pour essayer de nous expliquer ce que souhaite Guidon Sarr. Vous êtes très proche de Guidon Sarr au sein du Nouvel Espoir et on se souvient que, on va dire, l'un des projets de Guidon Sarr important, c'était justement en tant que ministre de la Justice d'influer, on va dire, sur la configuration des tribunaux israéliens et de la Cour suprême en particulier. Là, il y a une occasion de nommer 4 juges et on a eu le sentiment ces derniers jours que Guidon Sarr n'était pas tout à fait du côté de la droite israélienne, ou en tout cas du côté de ceux qui aspirent à avoir des juges plus conservateurs qui puissent rééquilibrer, on va dire, les nombreux juges libéraux que l'on connaît, que l'on sait qui siègent dans la Cour suprême. On l'a trouvé plutôt du côté de la gauche et il n'y a pas eu d'accord concernant la nomination des juges. Essayez de nous expliquer un peu quelle est la position de Guidon Sarr et pourquoi finalement on n'a pas réussi à nommer ces juges-là. Le simple fait qu'il n'y ait pas eu d'accord prouve que Guidon Sarr n'est pas avec la gauche. Au contraire, il l'a expliqué plusieurs fois. Ce qu'il veut, c'est une Cour suprême qui représente les opinions du public israélien et qui soit beaucoup plus diverse que ce qu'elle est actuellement. Alors, juste quand même pour expliquer au public de quoi il s'agit, très rapidement, il y a 15 juges à la Cour suprême, il y en a déjà 2 qui sont partis l'année dernière, 2 qui vont partir bientôt, donc ça fait 4 personnes à remplacer. Les 4 qui sont partis sont tous de gauche, 1 qui était centriste, on va dire, et 3 qui étaient très, très, très à gauche. Donc il y a une occasion vraiment de rééquilibrer les choses on essaye de faire entrer au moins 2 conservateurs. Ce qu'on appelle conservateur, il faut quand même que les gens comprennent, c'est pas une question de droite et de gauche, contrairement à ce que les gens pensent. Et oui, mais c'est pour ça que vous-même, vous venez de faire l'amalgame, puisque vous avez dit juge de gauche, juge de droite, juge de très à gauche. J'ai expliqué. Ce qu'on appelle, parce qu'il y a une confusion qui est réelle, mais juste très rapidement. De quoi on parle ? Il y a des juges, ce qu'on appelle les juges activistes et les juges conservateurs. Un juge activiste, c'est un juge qui pense que, en fait, il est un homme politique et que, en tant que juge, il a le droit d'interpréter les lois comme ça lui chante, de faire jouer sa conscience, de changer les lois, qu'il est au-dessus du peuple et au-dessus du gouvernement et de la Knesset. Et c'est ce qu'on a en fait depuis 25 ans en Israël, une Cour suprême qui est au-dessus de la démocratie. On est en fait dans un système qui rappelle plus la République islamique d'Iran, où il y a une espèce de cour de juges islamiques qui est au-dessus du Parlement et qui décide ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est ce que fait la Cour suprême, ce qui est complètement absurde et contraire à toutes les règles de la démocratie et qui n'existe qu'en Israël et en Iran. Donc, c'est pas possible. Donc, voilà, ce qu'on appelle un juge conservateur, c'est pas un juge de droite. C'est justement une erreur qui a été faite dans le passé où Shaked avait nommé des juges de droite qui sont avérés absolument ne pas être du tout conservateurs. Un conservateur, c'est un juge qui prend ses décisions suivant la loi. La loi, il y a une loi, et on lui propose un cas, et il juge suivant ce que dit la loi, pas suivant ce qu'il pense lui-même. Et donc, c'est ce qu'on veut, c'est ce que la droite veut, et ce que la gauche devrait vouloir aussi, mais parce que les juges activistes sont généralement des gens de gauche, alors la gauche est très contente avec ces juges-là et souhaite qu'il y en ait plus comme ça. Nous, c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut à droite, et ce que tout démocrate devrait vouloir, sont des juges conservateurs, c'est-à-dire des juges qui prennent leurs décisions en fonction de la loi qui a été votée par la Knesset ou de ce qui a été décidé par le gouvernement et qui ne contredit le gouvernement ou la Knesset que lorsque des décisions sont anticonstitutionnelles, même s'il n'y a pas de constitution en Israël, il y a quand même une espèce de tradition qui s'est créée. Et pas ce qui se passe actuellement où c'est en fonction de ce qu'il pense personnellement. Voilà, la Knesset a voté quelque chose, mais le juge a une opinion différente, alors c'est plus important son opinion que la volonté du peuple. Donc voilà, ça c'est juste le point que je voulais mettre avant tout. Quand on parle de juges conservateurs, on ne parle pas de juges de droite forcément, on parle de juges qui vont décider de prendre leurs décisions en fonction de ce que, en fond de la loi. Juste comme il devrait faire, comme tout juge devrait faire, comme ce qu'on attend d'un juge dans une situation absurde où les juges ne jugent pas en fonction de la loi, mais en fonction de leurs opinions personnelles. Alors, logiquement, Guidon Sarr aurait dû vouloir aspirer à ce qu'il y ait au moins une majorité de ces 4 juges qui soient conservateurs. Là, c'est aussi une réforme qu'il faudra faire dans le futur. Mais aujourd'hui, on a aussi chose unique au monde, il y a une commission en Israël, où les juges de la Cour suprême siègent dans la commission qui nomme les juges de la Cour suprême. Ouais. Et ils ont en fait une espèce de minorité de blocage, même plus que ça, des fois une majorité avec les avocats. Dans tous les autres pays, ce sont les représentants, les élus qui choisissent les juges de la Cour suprême. C'est ce qu'on appelle les équilibres entre les pouvoirs. Mais ici, ils se nomment eux-mêmes, ce qui est absurde. Il faut une majorité de 7 sur 9.
Donc c'est une réforme que Guy Donsart avait fait à l'époque en 2008, qui a empêché la majorité automatique qu'avaient les juges à l'époque. Et aujourd'hui, donc ils ne peuvent pas les juges nommer qui ils veulent parce qu'avec 3 on peut les bloquer. Donc c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a 3 de droite qui sont donc Guy Donsart, Ayelet Shaked et Simcha Rothman, et donc ça permet d'arriver à des compromis. Mais alors justement, je vous arrête là. Le compromis qu'on veut, c'est 2 juges conservateurs et 2 juges qui seront malheureusement activistes. Donc c'est déjà une énorme avancée par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Alors, je vous arrête là parce que justement il y a un point important, c'est qu'il y a un des membres de la commission qui doit être soit un ancien conseiller juridique du gouvernement, soit un ancien ministre de la Justice. Et là, non, ça c'est un autre sujet. Ça c'est le sujet de la nomination du nouveau conseiller juridique du gouvernement. Ça c'est autre chose. Ah ok, d'accord. Ça, c'est quelque chose de différent. Ça n'a aucun rapport avec la nomination des juges de la Cour suprême. Donc voilà, ce qui se passe, pourquoi il n'y a pas eu d'accord encore entre les différentes composantes de la commission pour nommer les nouveaux juges de la Cour suprême. Actuellement, la seule chose qu'on sait, c'est que Kazouz, le juge arabe qui appartient au camp activiste, est sûr d'être nommé parce qu'il faut un juge arabe qui remplace Kara qui va partir. Il faut un juge l'avocat Simchroni qui est un des candidats proposés aussi par le bureau des avocats et qui est un conservateur et qui donc a le soutien aussi des 3 membres du groupe conservateur dont Guy Donsart, qui a aussi une bonne chance d'être élu. Et maintenant la question c'est qui va être le deuxième conservateur. C'est vrai qu'il y a une discussion entre Guy Donsart d'un côté et Ayelet Shaked et Rothman de l'autre. Ils ne sont pas exactement d'accord sur l'identité du second. Les Shaked et Rothman voudraient Vinograd ou Hahn, tandis que Sarr a une préférence pour Steinitz, qui est la femme de Yuval Steinitz, le député de Likoud, qui est une conservatrice modérée, selon certains. Je ne suis pas spécialiste, mais bon, elle est conservatrice aussi. Et donc, c'est ça le débat, c'est ça c'est ça les tensions à l'intérieur du groupe conservateur, de savoir qui sera le deuxième. Mais bon, il ne va pas y avoir 3 juges de gauche, enfin, libéraux progressistes, et il va y avoir 2 juges conservateurs à la fin, et il n'y aura pas d'accord s'il n'y a pas 2 juges conservateurs à la fin. Donc, de ce côté-là, on peut être rassuré. Là, juste la question, c'est de savoir qui seront ces 2 juges exactement, leur identité. Mais voilà, c'est ça la question. Alors, il y a la commission dont on a parlé à l'instant, celle de nomination du conseiller juridique du gouvernement. Et là, il devait y avoir Meir Shetrit, qui est un ancien ministre de la Justice, dont la candidature est tombée. Et là, apparemment, Guy Donsart voudrait voir à ce poste Dan Meridor. Et là aussi, on peut se poser la question, justement, aussi. Ça fait partie, Dan Meridor fait partie aujourd'hui plutôt de ce que l'on peut appeler des activistes, même s'il était au Likoud. Il est plutôt dans la branche dans le parti libéral que du côté des conservateurs. Pourquoi finalement cette candidature? Pourquoi Guy Donsart souhaite voir Dan Meridor dans cette commission? Comme vous l'avez dit vous-même, ça doit être obligatoirement un ancien ministre de la Justice ou un ancien conseiller juridique. Alors, on ne propose même pas un ancien conseiller juridique parce qu'ils sont tous activistes. Donc, c'est un ancien ministre de la Justice. Il n'y a pas énormément de choix d'anciens ministres de la Justice. Bah si, il y a par exemple il y a Daniel Friedman qui est un homme qui est sexuelle. On ne peut pas prendre quelqu'un de l'opposition parce qu'évidemment, il faut que ça passe au gouvernement. Guy Donsart ne nomme pas, il propose un nom. Donc, le gouvernement doit voter. Et puis de toute manière, c'est évidemment quelqu'un de l'opposition, ça serait problématique. Il reste globalement Friedman. Voilà, c'est le seul autre nom qui reste, à moins que vous vouliez Tzipi Livni ou Nissan Cohen, mais je ne pense pas. Donc, il reste Friedman, et peut-être qu'on lui a proposé, peut-être qu'il n'a pas voulu, je ne sais pas exactement quelles sont les considérations, mais c'est pas qu'il reste beaucoup de gens qu'on puisse nommer. Ouais. Il y a aussi Moshe Nissim, voilà. A été assez catastrophique lors de la dernière fois, la dernière fois qu'on a nommé un conseiller juridique, c'était Mandelblit. Il a reconnu après coup que s'il avait su ce qu'on lui avait pas dit, il n'aurait pas voté comme ça. Donc, ce qui fait qu'il n'est pas vraiment, c'est pas la personne qu'on va nommer. Donc, il reste globalement juste la seule personne mieux que Meridor qu'on aurait pu nommer, c'est Friedman. Et Friedman, je ne sais pas, peut-être qu'il n'a pas voulu. Il faudrait lui poser la question. Je peux pas répondre. Eh bien, Benjamin Lashkar, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce dossier qui est complexe un peu pour nos auditeurs. En tout cas, merci de nous avoir clarifié certains points obscurs de ce processus de nomination des juges de la Cour suprême et de nomination du conseiller juridique du gouvernement. Bonne journée, Benjamin. À bientôt. Bonne journée.